Les bâtiments existants présents sur le territoire national ont des performances thermiques très variables selon leur période de construction. Les bâtiments les plus anciens ont des propriétés inertielles très intéressantes, notamment pour la période estivale. Les bâtiments construits pendant la période de reconstruction, entre 1948 et 1973, ont été réalisés dans un contexte de besoin de création de logements, sans l'approche de contrôle de la consommation d'énergie. Cependant, depuis l'année 1974, les constructions neuves doivent répondre à des réglementations thermiques, les RT, réglementations thermiques, dans lesquelles une exigence de performance thermique doit être respectée. Comment et pourquoi l'isolation thermique permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer notre confort? Tout d'abord, l'isolation peut être réalisée grâce à une grande variété de matériaux. L'isolation peut être d'origine minérale, comme de la laine de verre ou de la laine de roche. Elle peut également être d'origine végétale ou animale. Il s'agit des isolants biosourcés. Parmi eux, vous pourrez trouver de la fibre de bois en laine ou en panneau, du béton de chanvre, béton végétal, des plumes, de la laine de mouton ou encore de la laine de lin. Il existe également des isolants d'origine synthétique, dont le polyuréthane, le polystyrène expansé et même des panneaux isolants sous vide. Comment déterminer et classifier la performance thermique des isolants? Afin de classifier la performance thermique des différents matériaux isolants, différentes caractéristiques peuvent être utilisées comme la résistance thermique. Il y a aussi la conductivité thermique ou l'inertie thermique. Cette dernière caractéristique aura une importance notable durant la période estivale car elle permet d'avoir une influence sur le temps de déphasage et donc sur le temps que met la chaleur à pénétrer dans l'habitat. La résistance thermique est le critère le plus couramment utilisé pour caractériser la performance thermique des isolants. Plus la valeur de la résistance thermique est élevée, plus le matériau va participer aux économies d'énergie des parois isolées. Cependant, cette valeur est issue d'un calcul prenant en compte l'épaisseur de l'isolant ainsi que sa conductivité thermique. La conductivité thermique d'un matériau, symbolisée par la lettre lambda, est une caractéristique qui est déterminée selon des critères identiques, quel que soit le matériau. En effet, elle représente la chaleur traversant 1 mètre cube de matériau pour un écart de température d'1 degré entre les deux faces du matériau. On l'exprime en watts par mètre par Kelvin. Au contraire de la résistance thermique, la conductivité thermique lambda doit être la plus faible possible afin que le matériau puisse nous permettre de réaliser des économies d'énergie. Les caractéristiques thermiques, résistance et conductivité thermique, sont reportées sur les étiquettes présentes sur les matériaux d'isolation. Vous pourrez également trouver une information sur la référence du certificat ASERMI, avis technique ou document technique d'application du CSTB du matériau. Ces différents documents permettent de valider et d'attester de la performance du matériau d'un point de vue thermique, mais également acoustique et mécanique. Afin de répondre aux exigences réglementaires définies par les réglementations thermiques, des critères de performance doivent être respectés. Pour les constructions neuves, les critères sont définis grâce à une étude thermique qui précisera les performances à respecter afin que le bâtiment soit conforme à la RT 2012. Pour l'isolation, cette étude thermique définira les différentes épaisseurs des matériaux pour l'ensemble des parois. Lors des travaux de rénovation énergétique, le respect et l'application de la RT existant est impératif. Dans cette réglementation, il est défini les caractéristiques techniques à respecter pour les murs, les menuiseries, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, etc. Pour l'isolation des parois opaques ou murs, les minimums exigés sont définis selon une résistance thermique minimale à mettre en œuvre. Comme vous pouvez le constater, pour la zone climatique H2B, les exigences d'isolation minimale sont un R égale 4,8 pour les combles perdus,
un R 4,3 pour les rampants de toiture et 2,9 pour les murs donnant sur l'extérieur. Les exigences demandées par la RT de l'existant dans le cadre d'une rénovation est le minimum de performance à respecter afin de répondre à cette réglementation. Il ne faut pas confondre ces minimums demandés dans la RT de l'existant avec les minimums exigés afin d'obtenir des aides financières pour, par exemple, isoler ces combles perdus. En effet, afin d'obtenir les aides, les performances à respecter, notamment pour l'isolation, sont plus exigeantes que celles de la RT de l'existant. Pour être efficace, une paroi isolée peut être composée de plusieurs couches de matériaux, ou d'un seul, en fonction des cas. Si on superpose plusieurs matériaux différents, il faudra calculer la performance totale atteinte en additionnant les résistances thermiques des différents matériaux composant la paroi. Quel que soit le niveau de performance visé, il peut être atteint à l'aide de plusieurs types d'isolants, à condition de respecter leurs règles de mise en œuvre propres, chacune ayant des avantages et des inconvénients selon le type de chantier. On considère qu'il y a 3 grandes familles d'isolants: les synthétiques, les minéraux, les biosourcés. Les isolants synthétiques sont issus de la pétrochimie et représentés par le polystyrène expansé ou extrudé, le polyuréthane et les mousses plastiques expansées. Tous ont globalement un lambda compris entre 0,022 et 0,04 watts par mètre Kelvin. Ils sont également très peu sensibles à l'humidité, ce qui permet de les utiliser comme barrière contre l'humidité, mais les rend inutilisables sur les parois perméables à la vapeur d'eau comme les bâtiments anciens. La famille des isolants minéraux comprend les laines de verre de roche, le verre cellulaire, la fusion de perlite, vermiculite, d'argile expansée. Ce sont les produits les plus répandus du marché et issus de la transformation du sable, de verre recyclé ou de roches volcaniques, laine de roche. Leur lambda est compris entre 0,03 et 0,12 et leur mise en œuvre doit également tenir compte du type de paroi à isoler, notamment si celle-ci laisse circuler la vapeur d'eau comme dans le bâtiment ancien. Les isolants biosourcés, quant à eux, sont des coproduits de l'agriculture. Il y a peu, certains étaient considérés comme des déchets avant de trouver des débouchés dans diverses filières. Ces filières peuvent être textiles, industrielles ou le bâtiment. Certains sont d'origine végétale, d'autres d'origine animale. On trouve notamment les laines de bois, les laines en textile recyclé, les plumes, panneaux de bois, ouate de cellulose, chanvre en vrac ou en béton, liège en vrac ou expansé et la paille. Certains, comme la paille, peuvent autant être utilisés comme matériaux de construction que d'isolation. Leur lambda varie entre 0,032 et 0,15. Ils possèdent cependant de bonnes perméabilités et capacités de gestion de la vapeur d'eau, ce qui fait d'eux de bons candidats à l'isolation des parois présentant des transferts de vapeur d'eau. La performance thermique d'une isolation va être atteinte grâce à la sélection et mise en œuvre de l'isolant permettant d'obtenir la performance souhaitée. Mais il ne s'agit pas de la seule amélioration à apporter. En effet, pour obtenir un confort optimal dans un bâtiment, la mise en œuvre d'une isolation performante et la réalisation d'une étanchéité à l'air correcte et maîtrisée sont 2 éléments à traiter de façon conjointe. Le traitement de l'étanchéité à l'air, détaillé dans d'autres séquences, permet d'optimiser et obtenir les performances thermiques maximales de l'isolant. Il permet de limiter les pertes de chaleur en période hivernale, liées aux exfiltrations d'air à travers l'isolant. Cette maquette présente 2 cas de figure d'isolation de rampants de toiture. D'un côté, la pose d'isolation sans dispositif d'étanchéité à l'air. De l'autre côté, le même isolant a été posé avec un dispositif d'étanchéité à l'air qui est, dans ce cas, une membrane. Le fumigène représente la chaleur apportée par le système de chauffage de la maison. Dès que le système de ventilation du bâtiment est en fonctionnement, on peut clairement voir les fuites de fumigène qui sont des fuites de chaleur. Quel que soit l'isolant, pour une isolation efficace, il est important de la calculer en tenant compte du fait qu'elle fait partie d'un ensemble, le bâtiment, et que l'isolation seule, sans tenir compte de l'étanchéité à l'air, de la ventilation, l'éclairage ou les systèmes de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire, ne suffira pas à obtenir un bâtiment performant, économique, sain et confortable.